Bonsoir, un départ un peu difficile pour ce journal, mais en revanche, une arrivée limpide dans le tiercé. Le 5, le 7 et le 9, Floirac, Perle des Chaumes et Don Louis, voilà les 3 chevaux qu'il fallait jouer cet après-midi à Auteuil pour gagner le tiercé. Les rapports, un peu plus de 4000 francs pour une mise initiale de 5 francs et dans l'ordre. Les détails à la fin de ce journal. Car l'exploit aujourd'hui nous vient de loin, des États-Unis exactement, à San Diego. 2 hommes se sont surpassés. Le premier, Dwight Stones, a franchi 2,30 m au saut en hauteur en salle. Le second, Dan Ripley, en s'aidant lui d'une perche, a franchi une barre placée à 5,58 m du sol. Voici Dwight Stones, 22 ans, étudiant à l'université de Long Beach. Il établit la meilleure performance mondiale au saut en hauteur en salle une première fois avec 2,29 m. Et puis, non satisfait, il va traverser toute l'Amérique pour sauter le soir même plus haut encore, au sud de la Californie, et réaliser un bond de 2,30 m à son premier essai. Ainsi, le Californien volant, comme on l'appelle, porte les records du monde en plein air et en salle au même niveau. Après Stones, voici Dan Ripley, qui établit la meilleure performance mondiale au saut à la perche en salle avec 5,58 m. Cette année, il a déjà battu le record du monde avec 5,54 avant d'être dépossédé de son bien par 2 Polonais. Il reprend donc son titre. La campagne électorale pour les élections cantonales des 7 et 14 mars prochains a réellement commencé aujourd'hui. Tous les candidats, et ils sont nombreux, plus de 5000, ont tenté de convaincre les électeurs concernés par le renouvellement par moitié des conseils généraux. Les leaders politiques sont eux aussi descendus dans l'arène. Hier soir, François Mitterrand déclarait « Si la majorité était en faveur du pouvoir, on dirait que le peuple français approuve la politique du pouvoir, que l'on nous permette alors, poursuivait François Mitterrand, de rétorquer la même chose dans le cas très probable où les élus seraient de notre bord. » Pour François Mitterrand, les cantonales sont donc des élections politiques. Eh bien, pas du tout, réplique aujourd'hui André Bord, le secrétaire général de l'UDR. Il ne s'agit pas d'élections politiques parce que le rôle du conseiller général, eh bien, c'est d'être l'animateur de la vie cantonale. Alors justement, qui sont ces conseillers généraux? Sont-ils vraiment connus de leurs électeurs? Pierre Chatignoux a essayé de s'en rendre compte sur place dans la Côte d'Or. Comme son nom l'indique, c'est en fait un conseiller. Il y a bien sûr 2 sens dans le terme. Le conseiller qui est l'agent du conseil général et le conseiller au sens propre du terme qui est le monsieur que l'on va trouver pour demander conseil, qui nous donne les indications dont nous pouvons avoir besoin dans nos petites communes. Vous allez le voir plus volontiers qu'un député ou qu'un sénateur par exemple? Oui, bien sûr, parce que c'est l'homme qui est plus proche de nous. Il est bien sûr au canton, on le rencontre plus souvent, on a l'occasion. Il est l'homme de liaison entre les maires du canton. Enfin, c'est lui qu'on trouve le plus facilement et que l'on va voir le plus fréquemment, bien entendu. Comme tous les vendredis matins, Bernard Barbier, négociant en vin, fait le tour du marché de Louis-Saint-Georges dans la Côte d'Or. Pour ce conseiller général de 51 ans, c'est l'occasion de prendre contact directement avec quelques-uns des 12 000 habitants de son canton. Car le conseiller général, comme le maire ou le député, c'est d'abord un élu local. On vient le voir parce qu'on le connaît bien. Ce doit être, à mon avis, un coordinateur pour toutes les actions du canton, un animateur pour aider à promouvoir ces actions, et puis surtout, je crois, un homme de contact. Bon, alors c'est une affaire concernant la commune de Fremont-Prichet au sujet du passage de la SNCF. Oui, moi je vois tout de suite de quoi il s'agit. Ils sont en train d'essayer de vous faire payer l'entretien du pont. C'est le pont des Chaillots, ça? Oui. Oui. Et la commune, elle a l'intention de le faire? Sûrement pas. Bon, alors autrement dit, vous me demandez d'intervenir auprès de l'ingénieur d'arrondissement? Oui, si c'est Bien. possible. D'accord. Eh bien, je vais m'en occuper tout de suite. Mais le conseiller général, c'est aussi de plus en plus aujourd'hui un homme de dossier. Albert Binet est un agriculteur de 58 ans. Il est conseiller général du canton de Mirebeau, au nord-est de Dijon. 2 fois par an, en automne et au printemps, il retrouve ses 43 collègues du conseil général de la Côte d'Or. Objectif de leur réunion, discuter et voter le budget du département. Albert Binet présentait ce jour-là son rapport sur le ramassage scolaire. Monsieur le préfet nous a transmis un compte-rendu financier des transports scolaires des années 1974-1975. Le coût global s'est élevé à 8 722 000. Sur cette somme, l'État a participé pour 52%,
les familles, les communes et les CIVOM pour 15%. Et enfin, le département a complété pour 32%. Mes chers collègues, il n'y a pas d'autre observation. Le rapport est adopté. Le lendemain soir, après s'être occupé de ses 500 moutons, le paysan redevenait conseiller général. Devant les 21 maires de son canton, il rendait compte de la répartition du budget départemental. Chaque commune reçoit des crédits pour refaire une route ou aménager un foyer de vieux. Le département verse aussi des subventions aux syndicats intercommunaux dont le conseiller général est le véritable animateur. Qu'il n'y aura, en principe il ne devait pas y en avoir, mais il y a dû peut-être avoir des passe-droits. Les conseillers généraux qui sont des hommes du terrain, qui sont sur le tas, ont les pieds sur la terre, voient les problèmes sur place, chez eux, et sont à même d'apporter au niveau de l'Assemblée départementale des solutions et des propositions qui sont efficaces, je le pense. Homme de contact, homme de dossier, le conseiller général reste sous la tutelle du préfet. C'est l'exécutif qui tranche. Dans le cadre du département, l'élu local n'a aucun pouvoir législatif, son action reste donc limitée. Seule une véritable réforme des collectivités locales pourrait lui donner de nouvelles responsabilités. L'ancien président Richard Nixon fait un véritable voyage de chef d'État en Chine. Accueil à l'aéroport de Pékin par le Premier ministre par intérim, vous le voyez sur ces images, visite à la veuve de Zhou Enlai, échange de vues avec le successeur de Chou en attendant une rencontre avec le président Mao Tse-tung, une véritable revanche pour l'ancien numéro 1 américain qui, en cette année électorale aux États-Unis, joue d'ailleurs un peu les troubles faits. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas dire en effet que Gerald Ford ait fait depuis son arrivée à la Maison-Blanche des étincelles. Qui bénéficiera alors du séjour chinois de Richard Nixon? Pour le savoir, encore faudrait-il connaître les noms et les visages de ceux qui sont dans la course à la Maison-Blanche. L'électeur ne vote pas pour un candidat à la présidence, il vote pour des délégués, des grands électeurs, si vous voulez, qui, eux, éliront un président. Pourquoi? Bien d'abord parce que le pays est trop grand pour se prêter à un suffrage universel. Mais surtout parce qu'elle est divisée en 50 États. C'est une fédération, ne l'oubliez pas. Ce sont donc les États, en fait, plus que les individus, qui désignent un président fédéral. Là où ça se complique, c'est dans la sélection ou l'élimination des candidats. Dans un si vaste pays, il n'est pas possible d'arriver à une notoriété incontestable. Alors, ce sont les partis politiques eux-mêmes qui organisent une sorte de jeu de quilles avant l'élection. Comme il n'y a heureusement que 2 partis politiques, les démocrates et les républicains, c'est relativement facile. Les tournois se font dans chaque État, c'est ce qu'on appelle les primaires. Les candidats doivent ainsi aller défendre leurs couleurs 30, 40, 50 fois. Beaucoup jettent l'éponge avant. Mais là encore, on procède par degrés. On vote pour des délégués du parti à une convention nationale qui se tient durant l'été. À New York pour les démocrates en juillet, à Kansas City pour les républicains au mois d'août. Là, c'est le grand cirque. C'est le grand cirque dont ne doit sortir qu'un seul candidat par parti. Il ne reste alors à l'électeur qu'à voter pour les grands électeurs de M. X, démocrate, ou M. Y, républicain. Cela se passe en novembre, après les moissons et avant les neiges, selon les termes de la Constitution. Un mois après, en décembre, les grands électeurs se réunissent et se prononcent. En général, tout est déjà joué. Mais, en cas d'impasse, c'est au Parlement qu'il revient de trancher et d'élire un président. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire. Tout cela, direz-vous, est assez compliqué. La participation électorale est d'ailleurs faible. 40% d'abstention en général. Par contre, le même jour, les électeurs américains désignent 435 députés, 33 sénateurs, 114 gouverneurs et un nombre incroyable de juges, de shérifs adjoints, et cela, au fond, les intéresse beaucoup plus que leur président. Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement dans un pays aussi vaste? Les candidats s'efforcent bien de se faire connaître, mais c'est surtout une question d'argent. Les candidats n'ont pas le droit, comme en France, à la télévision. Ils doivent payer 30 millions de francs anciens la minute. Une page de journal coûte 5 millions. L'État aide les candidats. Il double la mise de qui peut réunir 50 millions d'anciens francs en 20 États différents. C'est une preuve de notoriété. Mais il y a un plafond, 10 millions de dollars.
5 milliards d'anciens francs. C'est le maximum que l'État accepte de doubler. C'est déjà pas mal, mais sachez quand même que Richard Nixon, en 1972, avait dépensé 30 milliards de nos pauvres francs, y compris les cachets des plombiers du Watergate, mais ceci est une autre histoire. Une dernière chose, le principe du vote à 2 ou plusieurs degrés fausse souvent les couleurs politiques. Les grands électeurs peuvent envoyer ainsi à la Maison-Blanche un républicain alors qu'il représente en voix une majorité démocrate. C'est peut-être ce qui va se produire encore cette année. Mais n'anticipons pas, la Maison-Blanche cherche un locataire qui sera quand même, qu'on le veuille ou non, l'homme le plus puissant du monde pendant 4 ans. Des éléments qu'il fallait connaître avant ces élections américaines. Il y a les impôts obligatoires, ce sont ceux que chacun d'entre nous verse ponctuellement au percepteur. Il y a aussi les impôts volontaires dans cette catégorie entre le denier du culte. Le denier du culte, tous les catholiques le savent, c'est la somme que l'on verse volontairement à l'Église pour lui permettre de vivre, de continuer sa mission. Statistiquement, les fidèles les plus généreux de France, eh bien, ce sont ceux de Chambéry. Ils versent en moyenne par an 11 francs 41. Les moins généreux se trouvent dans la Seine-Saint-Denis, 1 franc 18 par an et par habitant. Au total, le denier du culte a rapporté 188 millions de francs, des francs nouveaux bien sûr, à l'Église l'an passé. Cette somme, pourtant, ne couvre que le quart des dépenses de l'Église. Car, et cela vous surprendra peut-être, la France compte 35 000 prêtres, 15 000 religieux et 100 000 religieuses, 150 000 personnes au total qu'il faut faire vivre. 4 533 francs. C'est ce qu'ont rapporté en 1975, au centime près, les troncs et les achats de cierges à la paroisse de Saint-Céré. On donne beaucoup à Saint-Antoine de Padoue, peut-être parce qu'il permet de retrouver les objets perdus. Mais ce sont les quêtes qui ont rapporté le plus. Au total, pour cette petite ville du Lot, riche de 4000 âmes, les recettes paroissiales espérait bien que la mairie participerait un peu aux dépenses. Depuis la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, la plupart des églises appartiennent aux communes. Mais la vie est dure pour tout le monde et monsieur le maire a lui aussi des problèmes de trésorerie. Alors chacun essaie gentiment de faire endosser les charges à l'autre. La restauration de l'Église a créé un problème financier parce qu'il est très très important aussi bien pour la collectivité religieuse que pour la collectivité communale. Et on s'est aperçu que c'était exorbitant aussi bien pour les uns que pour les autres. Mais autrement, les rapports sont excellents. Oui, je pense que moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur le maire. Que des fois, bon, on souhaite, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on souhaiterait un peu plus. Bon, je crois que c'est humain, c'est de bonne guerre et qu'il faut demander pour recevoir selon la parole de l'Évangile, alors on demande. Et ça vous gêne pas de devoir parler pratiquement comme ça tous les deux d'argent, alors que bon, l'Église c'est quand même quelque chose de spirituel? Et l'Église, quelque chose de spirituel, mais je pense que M. le curé est bien convaincu, mais il a un bâtiment qui est totalement matériel, et je pense que lui aussi il a besoin d'argent pour s'en occuper. Puis les prêtres ne sont pas des anges, excusez-moi, mais il faut qu'ils mangent. Or peut-être que les chrétiens ne sont pas suffisamment conscients que les 10 centimes qu'ils donnent le dimanche ou les 20 centimes, ça va pas très loin, c'est pas ça qui va permettre de faire face aux charges. La semaine dernière, à la grande messe du dimanche, il y avait seulement un Saint-Céréen sur 10. Monsieur le curé a récolté pendant la quête une moyenne de 77 centimes par paroissien. Depuis 3 ans, le traitement des prêtres n'a pas augmenté. Il est toujours d'environ 1200 francs par mois. L'augmentation des offrandes des fidèles n'a servi qu'à faire face à l'augmentation des cotisations pour l'assurance maladie et la retraite. Et d'ici 1978, ces cotisations vont tripler afin de permettre l'intégration du clergé à la sécurité sociale. L'argent manque, il faut trouver des solutions. Ils devraient aller au travail, les prêtres. Moi, je pense que c'est très conciliable qu'ils travaillent et qu'ils fassent quand même leur métier de prêtre, quoi. Je crois que c'est l'apostolat. Si, moi je ne suis pas du tout contre le fait que certains travaillent, mais il faut aussi, je pense, que quand je regarde un peu l'emploi du temps, ou quand l'aumônier du lycée, bon, s'il était au travail, qui c'est qui assurerait les cours d'enseignement religieux? Il faudra peut-être y arriver un jour. Hein. Si moi, on m'appelle pour un malade, si j'ai une sépulture à faire, si j'ai une réunion à préparer, tout le monde travaille directement de près. C'est une organisation qui est à faire, à établir, quoi. Oui.
C'est-à-dire à ce moment-là, moi j'ai du mal à arriver à faire mon travail. C'est faisable, quoi, je veux dire. Si vous êtes à plusieurs prêtres dans la communauté. Oui. Puis avoir une permanence, quoi. On essaie de se répartir un peu les tâches, avec après une mise en commun quand même. On essaie de partager un peu, puisqu'on était là une équipe. J'ai du mal à arriver déjà à faire mon travail de prêtre. Si en plus il me faut être 8 heures au boulot par jour, il faut voir 8 heures, on n'est pas obligé de faire 8 heures. Oui, on peut travailler à mi-temps. On travaille à mi-temps, quoi. Mais moi je considère qu'à partir du moment où on rend un service à une collectivité chrétienne, il est normal que ce service soit rémunéré. Donc ce qu'on demande, c'est simplement d'avoir un salaire suffisant pour vivre, c'est tout. Beaucoup de jeunes prêtres aimeraient bien supprimer les différentes quêtes afin de dégager l'Église de son image mercantile. Mais si on supprimait le casuel lié au mariage, enterrement et autres, 68% des recettes de fonctionnement disparaîtraient. À la suite des difficultés entre l'Église et l'État, après le Concordat de 1801, la richesse de l'Église est bien relative. Le festival de télévision de Monte-Carlo est terminé, ou presque. Ce soir au Sporting, le Prince Régnier préside en effet le gala de clôture. Le palmarès de ce festival est connu maintenant, nous vous en avons parlé fréquemment au fur et à mesure des délibérations. Antenne 2 a d'ailleurs été distinguée durant ce festival. Le prix du meilleur acteur est en effet revenu à George Wilson pour son interprétation de Léopold le Bien-Aimé, une dramatique que vous avez pu voir il y a quelques semaines sur les écrans d'Antenne 2. Sur les écrans de cinéma, une grande sortie cette semaine, Le Messie de Rossellini. François Chalais a vu ce film avec beaucoup d'attention. Autrefois, quand le cinéma descendait dans la rue, il y rencontrait un scieur de chaussures ou un voleur de bicyclette. Aujourd'hui, c'est un détraqué sexuel ou Jésus. Remarquez qu'on a essayé de concilier les deux. Un Hollandais, vous en souvenez peut-être, qui voulait à tout prix tourner une vie sexuelle du Christ. Son projet échoua, du moins dans notre pays. On en a les larmes aux yeux. Cette semaine encore, le goupillon et le gadget de sex shop ont pris leur habituelle vitesse de croisière. D'un côté, Roberto Rossellini touché par la grâce, et de l'autre, Gérard Pires, pour qui le même mot de grâce a manifestement un sens différent. Son dernier ouvrage, attention les yeux, cependant, ne veut absolument pas être une polissonnerie équivoque. Si le scénario nous montre le tournage d'un film pornographique, c'est pour nous avertir des dangers et du mépris qu'il convient d'avoir à l'égard de ce genre de production. Si on ne nous cache pas ce sein que nous ne saurions voir, c'est pour la bonne cause. Regardez, nous dit-on, regardez comme tout cela est laid et ridicule. Alors on regarde parce qu'on est docile et bien élevé. C'est en effet laid et c'est en effet ridicule, avec cet ennui supplémentaire qu'on nous demande de rire. Bon là, c'est pas très facile, parce que je ne sais pas si vous pouvez rire au spectacle d'un docteur Schweitzer gâteux, d'une dame sur la croupe de laquelle on dispose des œufs au plat, sans nappe, évidemment, où serait le plaisir, tandis qu'un comparse lui suggère, vous devriez essayer avec des merguez, ou alors encore aux exploits lubriques d'une horde nazie, même déguisée en marquis de Sade d'opérette. Soyons justes, de ci, de là, quelques détails nous rappellent que les auteurs, Nicole de Buron et Gérard Pires, nous ont bien égayés jadis avec leur érotissimo. C'est drôle, par exemple, d'avoir reconstitué la jungle africaine dans un hangar à Aubervilliers, ou de faire dire par le metteur en scène à ses interprètes en rut, surtout, je veux que vous m'exprimiez tout ça dans un esprit résolument antiraciste. Hélas, de tels traits, j'allais dire de tels saillies, sont ici l'exception. Du bétail et des esclaves dont on fait un portrait amusant, cela reste du bétail et des esclaves avec tout ce que cela suppose. Alors, dans ces conditions, on peut s'interroger, le jeu en valait-il, à tout point de vue, la chandelle? J'aurais bien aimé n'avoir qu'à couvrir de rameaux d'olivier le Messie de Roberto Rossellini. Un de nos plus grands cinéastes, avec beaucoup de courage, s'est attaché au pas de Jésus, conduit par l'étoile des rois mages jusqu'à la croix ensanglantée de Golgotha. Hélas, hélas, toutes les pêches miraculeuses ne sont pas à la portée de n'importe quel prophète. Là où nous espérions une vision neuve, jeune, hardie, contemporaine d'événements et de phénomènes qui ont changé la face du monde, nous n'avons qu'une suite de chromos bavards, Saint-Sulpice en bande dessinée, Nazareth, banlieue d'Épinal, traversée par un Christ qui nous semble davantage fait pour porter les haltères que les messages. On en est d'autant plus désolé qu'il est tout de même très émouvant, ce vieux lion de 71 ans, Roberto Rossellini, à l'âge où l'on commence à songer à frapper à la porte du ciel, qui se trouble soudain et qui frémit parce que c'est à sa porte que le ciel est venu frapper.
L'espace d'une nuit et d'une matinée, Saint-Etienne a été rattrapé en championnat de France de football. Et bien Saint-Etienne, ce soir, a repris la tête. Les Stéphanois ont en effet battu les Lillois par 3-1 cet après-midi. Deux autres rencontres avaient lieu aujourd'hui. Marseille a battu le Paris Saint-Germain 2-1, tandis que Monaco disposait de Lyon 1-0 au classement général. Saint-Etienne est donc seul en tête avec 37 points, devant Sochaux 35 points, troisième Nice et Nantes 34 points, et cinquième Reims 33 points. Le 5, le 7 et le 9, je vous le disais au début de ce journal, voilà la combinaison qu'il fallait jouer cet après-midi pour remporter le tiercé à Auteuil. La course se jouait dans le prix de la Croix Dauphine, un handicap sur 3600 mètres pour chevaux de 5 ans et plus. À l'arrivée, Floirac, le favori, l'emporte devant Perle des Chaumes, souvent cité par les pronostiqueurs, et Don Louis, cité lui aussi. Les rapports pour le 5, le 7 et le 9, 4197 francs 50. Je crois qu'il s'agit de 4195 francs 50, très exactement dans l'ordre pour 5 francs, et 839 francs 50, toujours pour 5 francs, dans un ordre différent, bien sûr. Rapidement, le temps, il fera assez doux demain sur toute la France avec des températures atteignant 15 degrés, doux mais pluvieux avec surtout d'assez fortes ondées sur le sud du Massif central et sur les Cévennes dans la soirée, pluie également sur la Bretagne, la Vendée et la Normandie. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel des informations de cette journée de dimanche à 23h05 environ. C'est Gérard Rolls qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité. Bonne soirée.